L'intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Et rebonsoir à tous, l'intégrale RMC Brésil est là jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit, ce sera le cas toute la semaine, voire même jusqu'à 1h du matin. Demain, jusqu'à 1h du matin, mercredi. Pourquoi ? Parce que demain et mercredi, les demi-finales, bien sûr, seront à vivre sur RMC. Tout de suite, on va rester sur l'Allemagne, parce que demain, donc, Allemagne-Brésil, c'est la première demi-finale de la Coupe du Monde. Et Polo Breitner est avec nous. Polo, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonjour Ali, salut Roland, bonsoir salut tout le monde. Polo. Guten Abend. C'est un peu notre star parmi les autres dames, c'est notre vedette, Polo. Toujours cette grande confiance. Moi je ne suis pas allemand, mais je suis confiant. Mais oui. par rapport à ce qu'on a entendu dire. Ah oui, moi, si tu t'intéresses à la presse allemande, c'est presque insupportable d'ailleurs. Pourquoi ? Oh bah Ils sont pas superstitieux. Moi j'ai peur que ça porte malheur. Et tu peux déjà coudre la quatrième étoile. C'est beau ça aussi. Nous, mais moi j'adore ça. Moi je souhaite. En France, non, surtout, il faut faut pas rien dire, oui. qu'on va gagner le titre. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Ouais, Faisons le maintien. Si on arrive à avoir un bon classement, ça sera. S'il y a des jeunes, oui, Alice, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui doivent aller en Allemagne, qu'ils le fassent le plus rapidement possible en période de Coupe du Monde pour voir comment on traite médiatiquement la sélection allemande, ce qui n'a strictement rien à voir, et tu es sur une autre planète en effet. Attends, alors on va rentrer dans les détails, mais on voulait poser cette question d'entrée, et je te la pose à toi, Polo. Finalement, avec les problèmes du Brésil, pas de Neymar, pas de Thiago Silva, est-ce que l'Allemagne est favorite demain pour toi, Polo ? Déjà, il faudrait peut-être rappeler que l'Allemagne aussi a eu ses soucis. Ils n'ont pas Marco Reus, ils n'ont pas Marcel Schmelzer, ils n'ont pas Mario Gomez, etc. Et ils sont là aussi. Donc, c'est, si tu veux, ce discours de il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Thiago Silva, c'est le problème du Brésil, c'est pas le problème de l'Allemagne. Et l'Allemagne ne gagne pas parce que Thiago Silva ou Neymar est pas là. Sur le papier, pour moi, cette équipe était la plus belle avant la Coupe du Monde. Moi, je le savais. Par contre, j'attendais un petit peu plus de jeu, ce qui n'est pas le cas. C'est une équipe qui a un énorme vécu, ça a l'air de rien comme ça. Et c'est vrai qu'il y a 7 nouveaux, par exemple, par rapport à l'Euro 2012, mais tout le monde oublie que sur ces 7 nouveaux, il y en a 6 qui sont là parce que les autres sont blessés. Notamment les 3 que j'ai cités, mais il y en a d'autres. C'est Lars Bender, par exemple. Mais donc, c'est une équipe qui, en fait, est en construction depuis plusieurs années. Je sais qu'en ce moment, on dit oui, mais les Allemands, ils tournent autour depuis pas mal de temps. Ça fait 4 demi-finales de Coupe du Monde à la suite, sauf que c'est pas la même génération, donc c'est pas du tout comparable. Ce qui est beau, c'est de dire qu'un pays, quelle que soit la génération, soit en demi-finale. Mais on ne peut pas dire, ça fait 12 ans qu'ils sont là, qu'ils tournent autour. C'est pas les mêmes joueurs. Maintenant, sur le papier, oui, je le pensais avant la compétition, l'Allemagne est pour moi la favorite de ce tournoi. Maintenant, est-ce qu'elle va la gagner ? C'est une autre question. C'est-à-dire, le problème, moi, ce qui me déplaît dans ce débat, si tu veux, c'est le mot favori aujourd'hui, ça veut dire qu'on va gagner tous ces matchs 4-0, quoi. Et c'est insupportable parce que t'as le Brésil en face, c'est un blockbuster, c'est ça qui est important. Ils vont être poussés par leur public parce que c'est Brésil-Allemagne, tu dois juste, moi j'ai les yeux écarquillés, j'ai plus de 40 ans, dis mince, Brésil-Allemagne, si j'avais eu ça lorsque j'avais 15 ans, ça m'aurait fait plaisir. Donc, sur le jeu, oui, évidemment, en plus, c'est pas la plus belle équipe du Brésil qui existe. Tu viens de le citer, Gilbert, il y a des absents. Moi, j'ai jamais été un fan de Hulk, Fred, ça m'a toujours fait rigoler. Donc oui, encore une fois, sur le papier, l'Allemagne peut être considérée comme favori. Maintenant, on est au Brésil, c'est leur Coupe du Monde. Polo, coach et Ali, il est comme les Allemands, lui. Il occupe tout l'espace, le Polo. Tu le lances, il te fait 5 minutes. On ne parle que des Allemands. Non, mais voilà, ça commence à suffire. Et moi, je me régale à l'écouter, mais après, je répondrai quand même. Tu peux, vas-y, moi j'attends. Si tu veux, moi, premièrement, je les mets pas favoris. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il n'y a aucun match depuis le début, mis à part le match de l'équipe sur le papier ou de celle que je vois quand je lis un journal, celle-là d'équipe, elle me fait peur. Celle que je vois depuis le début de la Coupe du Monde, celle qui a battu le Portugal 4-0 avec un Portugal moyen qui a pu jouer à 10 pendant plus d'une heure, celle qui a fait match nul contre le Ghana, celle qui a battu les États-Unis 1-0, celle qui s'est fait accrocher pendant 90 minutes contre l'équipe d'Algérie, et celle qui a battu notre équipe de France et qui ce jour-là était quand même d'une timidité extraordinaire. Non, et en plus de ça, je vais même plus loin, si l'Allemagne demain bat le Brésil, et on parlera après des avantages et des inconvénients, si on peut appeler ça avantages et inconvénients, Neymar, Thiago Silva, je te donnerai mon point de vue, il est ce qu'il est, mais c'est le mien. Donc pour moi, si l'Allemagne demain bat le Brésil au Brésil, c'est pas que je les mets comme favori, je considérerais que c'est un grand exploit.
Tu vois jusqu'où je vais. Oui, oui. Voilà. David Luiz, on va en parler dans quelques instants, mais un mot sur le jeu agressif du Brésil. On avait vu l'an dernier, rappelez-vous, face à la France, ce match amical avant la Coupe de Confédération où ils avaient envoyé. On l'a vu face à la Colombie, il y avait globalement contrat sur James Rodriguez, traitement de faveur. Voilà, ils n'ont pas pris de carton jaune en plus, donc ils s'en sortent plutôt bien. Demain, il faut s'attendre aussi à ce que d'entrée de jeu, ça envoie sur Müller, sur Klose. Surtout, il y a quand même des brutes dans cette équipe. Dans tous les secteurs. Mais le Brésil, le jeu brésilien, c'est quoi depuis tout le temps? Derrière, dès qu'ils perdent le ballon, méchant, un petit peu style défense à l'africaine, tu vois, rugueux, méchant, agressif. Et dès qu'on a le ballon, par contre, très très technique et on va très vite. Et c'est ce qu'ils nous ont montré, surtout de ce match contre le Costa Rica. Ah oui, exactement, contre la Colombie. Ouais. Mais là, la différence, c'est que ce match-là, c'est le dernier match pour les Brésiliens. Parce que c'est le seul match qui va les amener en finale. Si tu veux, Ali, moi, dans ce match Brésil-Colombie, j'attendais un petit peu de le voir parce que je savais pas trop comment ils allaient s'y prendre pour battre la Colombie, qui avait fait quand même une très bonne impression. Ils y sont arrivés. Donc, ils ont maintenant leurs qualités et leurs défauts. C'est vrai qu'on n'a pas été habitué à voir une équipe brésilienne. Le Brésil, pour nous, c'est Pelé, c'est Tostao, c'est Ronaldo, c'est tous ces joueurs-là. C'est la technique, c'est la samba, quoi. Alors qu'on le fait. Et là, maintenant, tu vas me parler de David Luiz, qui est représentatif Brésil, mais il représente l'agressivité, il représente la combativité. C'est un garçon qui est assez bon techniquement, mais c'est pas une technique qui fait rêver. Je l'ai vu capable de marquer ce coup franc qui ressemble à un coup franc à la Juninho avec la même frappe que Juninho. Ça, pas tous les footballeurs arrivent à la faire, cette frappe-là. Donc, qu'est-ce qu'on va s'attendre demain? Mais on va s'attendre demain à des Brésiliens agressifs qui vont tout faire pour gagner la bataille de la récupération du ballon. Alors après, tu peux l'appeler la bataille du milieu. Mais je pense qu'avec un milieu de plus, ça sera peut-être pas un milieu de qualité, mais il y aura un milieu en quantité suffisante pour arriver à répondre aux Allemands. Voilà comment je vois le match. De toute façon, que ça soit Ramirez en plus, admettons, ou Willian, ou même Hernanes. Là, ce qui se trame, c'est Willian à la place de Neymar et Dante à la place de Thiago Silva. Voilà. Oui, exactement. Mais au pire, si c'est pas Willian, c'est Ramirez. Donc ça te fait un milieu qui a de l'expérience. Bon. Au pire, c'est Hernanes. Quand t'as 3 joueurs sur le banc qui sont Ramirez, Hernanes et Willian, qui peuvent jouer pratiquement dans toutes les sélections, c'est quand même énorme. Alors David Luiz, on y arrive. Parce que David Luiz, il y a plusieurs choses à analyser. Son influence sur l'équipe. Et puis ensuite, on va parler de notre Ligue 1 parce que lui, quand il va débouler sur les terrains de Ligue 1 avec sa façon de jouer, ça peut faire très mal. Oui, mais il peut se retrouver en commission de discipline aussi. Donc. Ah ben ça va arriver. Roland, je lui donne son premier encart à la commission de discipline. Vers le 5-6 septembre. Je pense que ça peut être jouable déjà. Il est aujourd'hui la star du Brésil parce que nous on en revient là. Non, la star c'est Neymar. Bah attends. Il est adoré du public. Alors, la star c'est Neymar. Il représente le gars que tu peux adorer et quand tu es footballeur, tu préfères avoir ce joueur-là. Thiago Silva. Comme on dit, tu préfères l'avoir avec toi que contre toi. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dégage David Luiz plaît énormément aux supporters brésiliens. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de rage quand il célèbre son but là. Oui, tu sens que le mec il est habité. Il a aussi. Bon, et là-dessus, évidemment, il travaille et ça fait partie aussi du métier. Il a son look, il a son comportement. C'est un comportement qui est communicatif dans l'agressivité. Il marque un but, il a sa façon d'exprimer sa joie. Donc c'est vrai que tu es supporter d'une équipe ou tu es supporter d'une sélection. Ce joueur-là, tu es obligé de l'adorer. Voilà. Mais il a démontré. Mais excusez-moi quand même, je préfère Pelé. C'est totalement différent. Si je suis vanillé. Attends, la liste elle est longue comme le bras des mecs que tu préférerais. Romario, Bebeto, Ronaldo. Mais je déconne. Non, mais par contre, comparément à Thiago Silva, il a démontré une sérénité du haut niveau et au moment où c'était très dur, beaucoup mieux que Thiago Silva quand même sur le terrain. Il a été présent. Tu es dans cette Coupe du Monde ? Dans cette Coupe du Monde. Ouais. Je parle. Là, au moment où c'était très chaud, il n'a pas montré une faiblesse, David Luiz. Il a montré qu'il était présent dans le match, il est allé tirer son penalty. Et il a encore. En premier.
Et il le marque. Voilà, exactement. Et même, il est adoré, aimé par tous les joueurs. Il met de l'ambiance, je veux dire. Et que ça soit à Benfica, je suis désolé, que ça soit à Chelsea, il a toujours démontré que c'était un leader technique et un leader. On le voyait sur le terrain de vestiaire. Alors, et on va retrouver ça au Paris Saint-Germain. On a cette chance-là. Roland, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plu, toi, dans cette Coupe du Monde, une innovation tactique, une tendance générale que t'as aimé? Déjà, je pense qu'on est en train d'assister, et c'est pas fini. Même si c'est vrai que depuis les huitièmes, les matchs sont peut-être un peu moins ouverts, mais c'est tout à fait logique, parce que bon, dans des matchs de poule, tu sais que tu as toujours la possibilité, sauf au troisième match, que c'est clair, de te rattraper. Match de huitième, bon allez, on calcule un peu plus, on a un peu plus peur de perdre, on a moins envie de jouer le match vraiment pour le gagner, mais il y a un autre truc aussi qui se passe en huitième et en quart, c'est une fatigue logique d'une Coupe du Monde qui a démarré. On est nous fatigués, donc t'imagines un petit peu les joueurs. Oui, mais nous, donc, on joue tous les jours. Mais je pense quand même qu'on assiste à des équipes qui ont eu le souci de construire leur victoire avant de penser à détruire le jeu de l'adversaire. Il y a eu beaucoup d'efficacité, beaucoup de buts. J'ai pas les chiffres en tête ni les stats, mais je crois qu'on est en train de battre quand même un record. L'équivalent de la Coupe du Monde 70 en termes de buts, ouais. Voilà, donc ça, et c'est peut-être encore pas fini, même si là, il faut peut-être plutôt s'attendre à des matchs très très serrés dans le demi-finale. Donc voilà ce que je retiens. Après, qu'il y ait quelques équipes qui jouent, comme tu le dis, à 3 ou à 5, c'est pas non plus un truc qu'on peut généraliser. Une organisation à 5, comme tu dis, ça dépend le profil des deux extérieurs. Si les deux extérieurs, ce sont deux latéraux défensifs, tu as une défense à 5. Si tu as que 3 défenseurs avec des qualités défensives, un profil défensif, tu as gagné un gars au milieu et tu joues dans ce qu'on peut appeler un 3-4-3. Donc maintenant, n'oublie pas non plus, et je vais pas faire le professeur, ne mélangeons pas tactique et organisation. Une organisation, c'est ce que tu veux nous expliquer, à 3, à 5, à 2, à 4. Et la tactique, c'est ce que tu fais après de ton organisation. Est-ce que tu presses? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu joues le contre? C'est ça la tactique. La tactique, c'est pas une organisation, c'est ce qu'on fait avec une organisation. Alors justement, là-dessus, il y a une tendance à lire on va dire les grands techniciens. Vous savez qu'il y a une espèce de task force à la FIFA. Gérard Roulier en fait partie, qui fait des rapports. Et tu qui regarderas note, d'ailleurs la composition de la task force. Pourquoi il y a quelques... c'est quoi qui te gêne? Il y a quelques gars un peu liquides, c'est ça? Non, mais bon... Je sais pas. C'est du compagnonnage, oui. Ah oui, d'accord. Dans le mauvais faut être sens du préempté, terme. quoi. Oui. D'accord. Et on parle beaucoup de vitesse et de rythme. Et ça aussi, alors, je sais pas si Jean-Michel, toi, t'as constaté ça aussi. Non, mais moi, on dit que c'est la Coupe du Monde de la vitesse. Oui, enfin, c'est la Coupe du Monde de la vitesse. Comment la vitesse? Dans le jeu, quoi. Notamment les contres qui amènent beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts qui sont venus en contre. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, Non, enfin, ça, c'est bon. Mais ils sont nombreux, la task force, là, pour voir ça. Il passe, ça. Il Mais regarde que plus ça va, plus ils ont l'impression que ça va vite parce qu'eux vont plus lentement. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est aussi. C'est les cas. Moi, ce que j'ai remarqué, quand même, il y a une tendance, c'est que, au milieu du terrain, auparavant, quand on avait un milieu de terrain, quand on jouait en 4-3-3, voire même en 4-4-2, il y avait toujours au milieu de terrain une sentinelle. Type sorte de Deschamps qui était milieu de terrain défensif. De votre équipe à vous, c'était plutôt Bâtonnet ou Sinagel? Ouais, c'était le Babat, oui, Bâtonnet, oui. Mais longtemps, même quand on parlait d'Alou Diarra, sentinelle devant la défense. Didier Deschamps. Didier Deschamps, Zico, qui était au Brésil, qui jouait comme ça un petit peu. Et on en a connu. Non, Zico joue en 10, Jean-Michel. Non, pas Zico. Le capitaine. Dunga, pardon. Voilà, je sais. Si tu dis aux Brésiliens que tu confonds Zico avec Dunga, ils vont te renvoyer en France direct. Excusez-moi, j'étais. Non, mais on avait souvent T'es pas dans la task force, toi, Jean-Michel? Non, je parle pas anglais, je n'ai aucune chance. Et cette sentinelle, pour moi, je l'ai pas vue dans cette Coupe du Monde. Il y a souvent au milieu du terrain 3 joueurs qu'on appelait des milieux relayeurs, et 3 joueurs dont le profil est assez
est assez finalement identique, quoi. Et évidemment, quand on regarde quand on tire les conclusions, on s'accroche, on regarde surtout les équipes qui vont au bout. Mais si tu veux, aujourd'hui, coach, on a eu un exemple, après je te laisse continuer. la sentinelle de l'Allemagne. On a eu un exemple dans notre championnat, Gilbert. C'est avec l'arrivée de Laurent Blanc, donc, et ce que faisait Ancelotti, donc cette organisation avec 3 milieux récupérateurs, relayeurs qui sont tous les 3 de bons joueurs et tout, on a cet exemple-là dans notre championnat. Mais ce qui ne veut pas dire que tu peux partir sur cette organisation, et ça n'empêche pas qu'en cours de match, en fonction des événements, tu peux passer à l'organisation qu'avait mis Ancelotti, c'est-à-dire 2 gars de couloir, un numéro 9, un 9 et demi, et tu sacrifies à ce moment-là un de tes milieux relayeurs. Ça c'est fort possible aussi. Là, tu changes d'organisation. Par contre, tu peux changer de tactique avec la même organisation. Donc tu peux attendre ton adversaire et après d'un seul coup les presser alors qu'ils s'y attendent pas. Ce que j'ai trouvé du côté de l'Algérie très bien fait contre les Allemands. Alors pour revenir sur cette histoire de sentinelle ou de numéro 6, on va dire... Voilà, on va dire le numéro 6, parle davantage aux gens. Alors ça veut dire qu'en fait c'est un choix plutôt offensif qui est fait, puisque on fait le choix d'utiliser les qualités d'un joueur type Pogba par exemple, parce qu'on sait que lui va être capable d'emmener le ballon avec lui, de servir de rampe de lancement, et pas uniquement d'être là en tant que premier défenseur. Donc c'est plutôt louable finalement comme constatation. Oui, je sais pas quel est le motif de ce changement, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de concordance. Il y a plus d'équipes qui jouent avec ce défenseur qui était le premier, le milieu, tu veux dire le milieu récupérateur, destructeur. Alors, est-ce que l'absence, enfin la mutation, on va dire, de ce poste-là dont tu parlais, Jean-Michel, est à mettre en corrélation avec l'absence de numéro 10 Axio, meneur de jeu, parce que les numéros 10 comme numéro 10 aujourd'hui à la Coupe du Monde, comme numéro 10 comme on l'entend, le seul dans la fantasmagorie du football, quoi. Ouais, mais ça fait 1. Oui, mais après tu peux parler de Messi. Non. Bah non, puisqu'il joue sur un côté. Non. Mais dans les équipes qui sont encore en lice. Non, mais si tu parles de Messi, si Messi a ce profil-là, à ce moment-là, on peut y rajouter Hazard et d'autres. Mais là, je te parle du 10, voilà, à la Platini, à la Zidane, quoi. Non, mais il y en a un. À la Pelé, à la Maradona. Non, mais sans forcément être aussi. Tu vois le profil. Oui, mais il y en a un qui devrait être un vrai numéro 10 et qui est une vraie déception. Et pourtant, son équipe est là. C'est Schneider, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas là, bon. lui, c'est son poste. Lui, c'est son poste. Et on peut pas dire qu'il fasse quand même. Il a mis ce tir enveloppé. Ouais, enfin, il a 2-3 trucs, il les fait toujours. Talentueux, mais c'est vrai qu'on s'attend mieux. On les cherche. Ça, en fait, c'est un poste en voie de disparition. Mais non, mais de la même manière. Mais est-ce que de la même manière que le 6 est en disparition. Le 10 est en disparition. La différence, c'est que le 6 d'aujourd'hui, il a les qualités du 10 d'avant. Par contre, le 10 d'aujourd'hui, il va pas avoir les qualités du 6 d'avant. Parce que le 6 d'avant, comme dit Bernard Lacombe, c'était le destructeur récupérateur qui perdait tous les ballons, qui récupérait lui-même. Donc, c'est vrai que c'était le profil de l'époque. Mais ça veut dire qu'on n'en forme plus ces joueurs-là, ou alors on laisse pas éclore des talents. Il y a quand même, me semble-t-il, dans ce cœur du jeu qui est si cher au coach, dans ce milieu de terrain, je trouve qu'il y a une certaine uniformité dans les profils des joueurs. Bon, alors tu en as toujours un qui saute. Enfin bon, moi, tu me les mets de dos, sans numéro dans le dos. Les milieux de terrain du Brésil, je les confonds tous. Oui, entre Luis Gustavo, Paulinho, Marcelinho. Luis Gustavo, je les confonds tous. Ils jouent tous pareil. Alors, pour aller au bout encore du truc, par contre, je sais pas si vous avez remarqué ça. Par contre, d'en avoir un de plus, même s'ils se ressemblent tous beaucoup, je pense que ça va pas affaiblir le Brésil, malgré l'absence de Neymar. Je crois qu'ils vont pouvoir lutter mieux
contre les Allemands. C'est mon point de vue, j'attends avec impatience de voir. Terminé la qualification de l'Allemagne pour la finale de la Coupe du Monde. L'humiliation pour le Brésil, corrigé 5-0 à la mi-temps, 7-1 à la fin de ce match avec le doublé de Schürrle en deuxième période. Oscar qui a sauvé l'honneur. Ils sont effondrés sur la pelouse, ils sont effondrés dans les tribunes. 7-1, l'Allemagne se qualifie pour la finale. Le Brésil quitte presque la compétition tête basse, puisqu'il y aura, il faut y penser tout de même, une petite finale à jouer. Dans quel état d'esprit? Ce sera samedi à Brasilia contre le vaincu du match de demain à São Paulo entre l'Argentine et les Pays-Bas. On va rester quand même quelques instants au stade. Messieurs, il faut que vous nous décriviez ce qui se passe avec les joueurs brésiliens sur le terrain, là, hein, parce qu'on voit notamment Dante réconforté par ses collègues du Bayern. Ça va être très dur pour les joueurs brésiliens, là, Jérôme. Ah ben Dante, je pense que quand il va reprendre la saison avec le Bayern, il va se faire défoncer en termes de chambrage, ça c'est une certitude. Il y avait 7 joueurs du Bayern au coup d'envoi. Il y avait Dante et il y avait 6 joueurs côté allemand. Voilà, donc là on est en train de consoler. Il y a Thiago Silva qui est en train de consoler Oscar qui a fondu en larmes. Oscar qui a marqué le seul but de la partie du côté brésilien. Et Thiago Silva, casquette à l'envers, qui est en train de le réconforter. Il est en pleurs. Oscar sur la pelouse dans le rond central. Pour le reste, on est en train de se saluer de manière très fair-play. Et voilà, on va quand même signaler que dans le stade, il n'y a eu aucun incident, contrairement à ce qui a pu se passer peut-être ailleurs dans le Brésil ce soir. En tout cas dans le stade, que ce soit entre supporters allemands et brésiliens, alors qu'ils étaient souvent mélangés, il n'y a vraiment pas eu de problème. Donc voilà, il y a eu également une belle accolade entre Miroslav Klose, le désormais meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, avec Luis Felipe Scolari, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, et Oscar qui est inconsolable. C'est le seul qui pleure depuis maintenant de longues minutes à chaudes larmes sur la pelouse. Bien sûr, vous pouvez continuer de réagir au 32-16. Jean-Michel Ali, est-ce que ce résultat préfigure de ce qui va se passer en finale, ou est-ce que c'est un match qui est un peu hors du temps et que ça ne veut pas forcément dire que l'Allemagne maintenant va exploser tout le monde en finale? Comment est-ce que vous voyez la suite, Captain et Jean-Michel, avant qu'on revienne un peu sur ce match aussi? Il faut qu'on se remette quand même de ce match. Je ne sais pas si vous êtes bien tous remis de ce scénario, de ce score, de cette démonstration. Attends, je te coupe parce qu'il se passe. Voilà. Scolari est en train de parler à tous ces joueurs qui se sont réunis au centre du terrain, Jérôme. Oui, dans le rond central, effectivement, Luis Felipe Scolari qui a demandé à tout le monde de venir. Il est au milieu de ses joueurs. Il voulait leur dire un petit mot, sans doute. Voilà, on est en train de se disperser. Mais il y a eu un petit mot pour peut-être réconforter tout le monde. Et Julio César et Maicon qui, eux aussi, demandent qu'on remercie le public. Les Brésiliens qui se tournent vers leur public. Et en retour, ils reçoivent des colibets et des sifflets. Alors que pendant ce temps, les Allemands nous la font à l'allemande. Vous savez, ils se mettent les uns à côté des autres. Et ils lèvent les bras en partant de très bas jusque très haut, comme s'ils faisaient la hola avec leurs supporters. C'est ce qui se passe très régulièrement après les matchs de Bundesliga. Les Brésiliens qui rentrent à l'instant au vestiaire, donc sous les sifflets et les colibets des supporters du Brésil. Oui, donc excuse-moi Jean-Michel, je t'ai coupé. Ouais, je disais, il faut quand même que même nous on s'en remette d'un match avec un tel scénario. Alors on peut me dire que les Allemands ont eu beaucoup de réussite, mais ils se sont baladés et on était plus près du 8-0 que du 7-1. Ne l'oublions pas, même si c'est anecdotique, 7-0, 7-1 ou 8-0, mais en tout état de cause, l'Allemagne a montré une force incroyable, un talent incroyable, pendant que les Brésiliens montraient leurs limites. Ils étaient pleins de bonne volonté, pleins d'émotions, les Brésiliens. Mais je le répète, depuis le premier match et la première impression que j'ai eue de cette équipe du Brésil, ils sont tombés sur une équipe allemande fantastique, mais eux n'ont aucun talent. C'est une équipe du Brésil décevante du début à la fin de cette Coupe du Monde. Ali, tu partages cet avis? On arrive, Jérôme, on arrive. Au début, pas autant que le capitaine, mais tu peux prendre une rouste, tu tombes contre plus fort que toi, ou tu perds 3-0, 4-0, et là encore tu te dis je pensais pas que l'Allemagne était aussi fort et que le Brésil pouvait se faire battre. Mais là, il y a tellement un écart énorme entre cette équipe du Brésil qui se retrouve quand même en demi-finale d'une Coupe du Monde et cette équipe d'Allemagne que tu te poses des questions. On dirait un match de Coupe de France où tu es sûr que le Paris Saint-Germain bat une division d'honneur dans un match où ils leur mettent un carton. Et même dans ces matchs-là, on ne voit pas de carton de 6-7-0. Donc c'est à se poser des questions. Oui, Jérôme, tu voulais nous raconter une petite scène au stade?
Oui, pour vous raconter la sortie de David Luiz, réaccompagné par son capitaine habituel, Thiago Silva, jusqu'au vestiaire. Et finalement, il y a l'attaché de presse de l'équipe du Brésil qui est venu demander à David Luiz de répondre aux questions des journalistes. Et Thiago Silva lui a mis une grosse poussette à son attaché de presse, celui avec qui il s'entend très bien d'habitude. Et David Luiz est quand même en train de patienter pour répondre aux questions des journalistes. Thiago Silva, lui, est rentré au vestiaire, mais il est en pleurs. Les chaudes larmes là de David Luiz qui a les yeux rouges. C'est un instant très émouvant. Ça rappelle les larmes également d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France la semaine dernière, même si on ne peut pas comparer vu l'ampleur de la défaite et surtout le rêve des Brésiliens qui vient de s'évanouir ce soir. Voilà, les Brésiliens qui sont inconsolables avant de rentrer au vestiaire. Est-ce que l'espèce de surémotion permanente des Brésiliens leur a coûté cher ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un écroulement j'y reviens un peu, mais un écroulement un peu mental aussi quelque part, non, ou pas du tout? Alors vous mettez ça juste sur le compte de qualité footballistique. Heureusement, mais ils en font beaucoup avec l'émotion. Et je t'en fais par-ci, et je t'en fais un coup à droite, et je t'en fais un coup à gauche, et je t'en fais un coup avec le maillot, et je t'en fais un coup avec l'hélicoptère, et je t'en fais un coup avec la casquette. Je sais pas, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, même quand il gagnait. Là, j'en suis à me demander s'il aurait peut-être été préférable qu'il se fasse éliminer par le but de Pinilla, c'est bien ça? Oui, le Chilien qui a tiré sur la barre à la fin de la prolongation. Finalement, on se demande si ça n'aurait pas été pour eux une fin plus honorable que celle-là. La petite finale qu'ils ont jouée, j'espère, je me demande s'ils vont pas déclarer forfait. C'est absolument incroyable. Mais non, mais c'est une équipe du Brésil qui ne ressemble en rien. Le Brésil a bafoué son football. Il bafoue les fondamentaux de son football. Je cherche, moi, les successeurs des Romario, des Bebeto, des Ronaldo et consorts. Ils ont voulu se la jouer à l'européenne, pure et dure, avec une défense hermétique. On va faire des tests de Cooper, on va être des athlètes et ceci et cela. Ils ont oublié l'essentiel, c'est que ils n'ont pas fait ce qu'ils savaient faire, les Brésiliens. Attends, Jean-Michel, le problème, c'est est-ce qu'ils avaient les joueurs pour faire autrement aussi? Je veux dire, qui y avait comme attaquant là, à part Fred, il y a Fred, tout le monde crie sur Fred, qui on met à la place? Attends, il y a une question qui se pose sur le Brésil aujourd'hui, c'est que est-ce que aujourd'hui tu peux jouer à l'européenne comme il veut, mais mal, dans le mauvais sens du terme, sans aucune formation? Tu n'as aucune formation au Brésil dans les clubs maintenant. Tu n'as aucune formation. Eux, c'était les joueurs de rue et de futsal et de foot des plages qui permettaient d'avoir des vrais talents. Aujourd'hui, on demande à ces joueurs qui ont éventuellement du talent d'oublier tout ce qu'ils savent pour rejouer à l'européenne. Eh bien, quand tu formes des joueurs à l'européenne à 21, 22 ans, tu as le résultat qui est là aujourd'hui, c'est que tu ne vois rien de brésilien et tu vois tout ce qui est mauvais de l'européen. Ah bien, on va laisser Jérôme et Jeannot, messieurs. Alors, ils sont peut-être déjà partis. On n'entend plus le bruit du stade qui est en train de se vider. Les joueurs sont tous désormais au vestiaire. Je rappelle que l'intégrale RMC Brésil continue jusqu'à 1h du matin. Messieurs, juste quelques réactions sur le hashtag RMC Live, parce que figurez-vous qu'en Argentine, on semble se réjouir globalement de ce qui se passe ce soir. Les Argentins sont les ennemis intimes des Brésiliens. Les Argentins qui peut-être se voient déjà en finale demain sont ravis de ce qui se passe. Ali, un mot sur la finale à venir des Allemands. J'ai posé la question à Jean-Michel tout à l'heure, je te la pose à toi aussi. Est-ce que ce 7-0 va avoir des conséquences directes sur ce qui va se passer en finale, ou est-ce que la finale est une finale, un autre match qui n'aura 7-1, n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu ce soir? Ça sera une finale, un autre match. Et je vois pas du tout les Allemands penser se dire on a gagné 7-1, donc automatiquement la finale, c'est dans la continuité. Ils ont cette mentalité à repartir de zéro. Et ils vont se dire même à la rigueur, cette finale va être encore plus dure pour nous au niveau de la concentration, après avoir battu les Brésiliens au Brésil 7-1. Donc pour eux, ils vont être encore 2 fois plus concentrés que cette demi-finale, parce que leur but, c'est pas de jouer une finale, faut pas l'oublier aux Allemands, c'est qu'ils veulent vraiment revenir avec ce trophée. C'est là que cette génération va dire, nous aussi, on a gagné, parce que les anciens, ils les attendent de bien ferme pour leur dire, ah, vous nous avez mis du 7-1, mais vous n'êtes pas revenus avec une Coupe du Monde. Et cette génération va absolument gagner cette Coupe du Monde. Et on peut le dire, c'est eux les vrais favoris de cette finale de Coupe du Monde. Merci Ali, merci Captain. À très vite, à demain pour la deuxième demi-finale. Et Jean-Louis Tour est là à Copacabana. Oui. Jean-Louis, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. On vous accompagne jusqu'à 1h du matin après ce séisme, cette déflagration, l'élimination du Brésil 7-1 face à l'Allemagne. On vous fait vivre tout ce qui se passe dans les minutes qui viennent au Brésil. On sera un peu partout pour vous raconter. L'ambiance est tendue à certains endroits, ça peut dégénérer à d'autres. On vous racontera tout ça évidemment et puis on parlera jeu, on parlera foot également. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On est là avec Daniel Riolo et Coach Courbis jusqu'à 1h du matin. Polo Breitner également avec nous. Salut Polo. Salut Jean-Louis, bonsoir tout le monde. Salut Polo, bravo, tu t'es trompé, tu avais dit que si ça tourne bien, il y en aurait 4, non, il y en a eu 7. Bon, Polo, on va mettre très légèrement de côté la victoire allemande pour le début de l'émission. On va évidemment y revenir d'ici quelques instants. D'ailleurs, il y aura les conférences de presse de Scolari, de Joachim Löw. Tu pourras nous donner un petit coup de main pour la traduction, car même si Daniel traduit toutes les langues, moi je me suis spécialisé en néerlandais sur Van Gaal, je peux pas tout faire. C'est pour ça. C'est demain le grand rendez-vous. D'abord, messieurs, l'onde de choc. Incroyable. Je n'arrive même pas à trouver le bon mot pour qualifier ce qu'on a vécu ce soir, Daniel. Bah écoute, s'il n'y avait eu que 2-0, donc une qualification allemande logique, ce que moi j'envisageais parce que je les trouve tellement bien depuis le début de la compétition que je n'aurais pas été surpris, j'aurais pu mettre en avant la qualité des Allemands, leur jeu que j'aime depuis longtemps, la punition pour les Brésiliens parce que ils ont pas bien joué, parce qu'ils ont pas de bons joueurs. Leur formation déficiente, le fait qu'ils exportent massivement des joueurs et que finalement ils aient un gros déficit en position de 9, de 10, tout ça. Ok, mais face à un score aussi hallucinant, je ne sais plus quoi dire, parce que je me demande dans quelle mesure on est au-delà de la différence de niveau footballistique entre les deux équipes, si on n'a pas également assisté à un truc, bon d'abord historique, parce que ça ne s'est jamais vu à ce stade de la compétition. En plus, j'ai de la peine parce que le Brésil est un énorme, peut-être le plus grand pays de football, et que ça me fait tout drôle de les voir se faire dégommer comme ça. C'est une sorte d'explosion mentale, un truc que j'ai jamais vu dans le sport. À force d'avoir gonflé, tu sais, comme un pneu, d'avoir gonflé la pression, ils ont explosé. Parce que c'est hors du temps. Pour moi, ce score, il veut rien dire. Encore une fois, à 2-0, il y a 1000 enseignements à tirer. À 7, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Quand tu dis c'est hors du temps, c'est-à-dire que voilà l'ampleur, c'est surréaliste, fait qu'on peut pas avoir d'analyse. En fait, le score, ce score, il ne veut rien dire. Il n'y a pas 7 buts d'écart entre l'Allemagne et le Brésil. Tu prends les Brésiliens un par un, en dehors de 3-4 cas, la plupart jouent dans des grands clubs, c'est des joueurs de valeur. Certainement, ils feront une grande carrière, s'inscriront dans des collectifs huilés où ils seront bons. Là, c'est une explosion mentale, une déconnexion. Ouais. J'avais rarement vu ça dans le sport, donc je suis un peu abasourdi et je mets au second plan toutes les analyses techniques et tout le bien que j'ai envie de dire de l'Allemagne que je dis depuis des mois et en plus je suis assez satisfait moi de les voir gagner. J'espère même qu'ils vont gagner la Coupe du Monde pour être récompensés de tout ça. Mais bon, là ce soir c'est un gros coup sur la tronche. Coach. Ah ben là je te dis sincèrement, je m'attendais à tout sauf à ça, que le match puisse être serré, que les Allemands puissent se qualifier pour la finale. Oui, moi je pensais que le Brésil allait sortir un gros match dans tous les secteurs, avec beaucoup d'agressivité, arriver à contenir cette équipe d'Allemagne, et après pourquoi pas se qualifier. Là, sincèrement, je termine la Coupe du Monde très fatigué. Mais là, c'est là qu'on voit à quel point cette Coupe du Monde est complètement folle. Depuis le début, alors, elle nous surprend. Et là, ce soir, elle nous offre un truc jamais vu. Mais ça, c'est marrant parce que ce que t'as dit me fait repenser au match. Et là, il faut que Polo vienne avec nous parce que Müller, il marque quoi, 12e, un truc comme ça? Ouais. Les 7-8 premières minutes, t'as pensé quoi? Les Allemands étaient absents des duels. Ah mais j'ai dit tiens, je vois le match que je pensais voir. Les Brésiliens gagnent les duels, approchent de la surface. J'étais content de moi. Les Allemands ratent un peu les deux, trois transmissions. Je dis je me suis dit ils vont pas la jouer petit bras. Ils vont pas malgré leur supériorité qui me semblait évidente dans les passes, ils vont pas se faire manger. Les Brésiliens, s'ils arrivent à mettre, je m'étais dit mais ils pourront mettre une pression pareille que 45 minutes. Et à la 12e, il y a le corner et tout et après c'est fini, explosion totale, il y a plus personne. Je sais pas ce que toi t'as pensé des premières minutes, Polo. Bah, c'est exactement le match que j'attendais, c'est-à-dire que les Brésiliens, poussés par leur public, allaient chercher à ouvrir le score. Il fallait absolument que les Allemands tiennent. Et en fait, on a vu, t'as raison, c'est 7-8 minutes, en fait, où les Allemands ont, entre guillemets, un peu souffert. Ils arrivaient pas, ils ont raté 2-3 passes. Et puis, petit à petit, tu te rends compte qu'ils ont commencé à se mettre à jouer. Ouais. Un peu en contre, d'ailleurs. Il a suffi de 2-3 passes réussies, voilà. C'est parti. Mais ce qui est terrible, c'est que,
je préfère faire. On me rappelle de 1998, la finale contre la France. Les Brésiliens sont pas positionnés sur les 2 corners de Zidane. Ils sont pas positionnés sur le but de Müller ce soir. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est-à-dire que moi, si on me dit que ce Brésil est en train de s'européaniser, moins beau techniquement, tout ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai pas la connaissance de certains d'entre vous sur la culture brésilienne et le football, mais faut au moins avoir les fondations et les fondements du football européen et au niveau de la rigueur. Et ça, on ne l'a pas du tout vu ce soir. Et ensuite, évidemment, ça s'est enchaîné. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Il y a pas 6 buts d'écart entre la qualité intrinsèque du Brésil et celle de l'Allemagne. Mais tu as le sentiment, et moi, je le rêvais. C'est pas que je le rêve. Il y a une supériorité nette. Oui, il y a une supériorité nette. Daniel, Polo, je vous interromps. On va revenir sur le match, évidemment, sur la supériorité, sur les carences du Brésil. Mais François-Xavier Ménage est avec nous. Il se trouve sur Copacabana en ce moment même. Bonsoir, François-Xavier. Bonsoir, alors c'est évidemment pas la fête, vous vous en doutez, on voit des mouvements importants de personnes qui partent avec, pour certains, l'envie de cracher par terre, certains le font d'ailleurs directement, d'autres qui ont des propos très désobligeants à l'égard de la CDCAO, ils ne sont pas dignes, c'est des pantins qu'on a vus sur écran géant, voilà ce qu'on peut entendre ici, et puis par ailleurs, pour vraiment vous donner une photographie la plus complète possible, vous avez aussi la police militaire qui est déployée en nombre, un hélicoptère qui survole cette plage, pourtant généralement paradisiaque, alors que là il est en train de pleuvoir des cordes, et tout cela parce qu'il y a eu des mouvements de foule tout à l'heure et qu'on craint d'éventuels débordements. Je ne suis évidemment pas en train de vous dire que Copacabana est à feu et à sang, on en est loin, mais simplement ça montre à quel point d'un esprit de fête on est passé à un esprit de dégoût à tout point de vue. Ouais, ce qui est peut-être inquiétant aussi, c'est des émeutes avec... j'espère qu'on va pas en arriver à ce genre de choses. Des blessés, voire comment nous on l'a vécu. Pire. Je vais juste vous raconter comment on a vécu ça nous sur la terrasse à Copacabana. Vous savez, on est au 11e étage donc de cette plage et en fait c'était saisissant comment l'ambiance, le climat était tendu tout de suite. Alors en plus il y avait le mauvais temps qui rajoutait à ça et on voyait des gens qui allaient vers la FanFest qui se trouve à quelques centaines de mètres de nous, donc on les aperçoit de la terrasse et comme d'habitude ils allaient vers la FanFest et très rapidement dès les premiers buts ils faisaient demi-tour et on voyait ces fameux mouvements de foule. Grégory Coupé qui regardait le match avec nous l'a bien constaté. À un moment, on se demandait ce qui se passait. On sait qu'il y a eu des moments de grosse tension dans cette FanFest de Copacabana où les supporters brésiliens et allemands étaient mélangés. Il y a eu également quelques vols d'objets personnels. Donc c'était une ambiance très particulière, un climat très tendu et surtout un silence assez incroyable par rapport à ce qu'on a connu au moment des matchs du Brésil. Il n'y avait plus aucune musique, plus aucun klaxon, il n'y avait plus rien et surtout un espèce de climat pesant qui est arrivé. Voilà, je voulais juste vous le faire partager parce que ça fait partie quand même de l'ambiance au Brésil en ce moment même. Bah c'est peut-être un truc unique, je sais pas, parce que Ali a dit un truc intéressant tout à l'heure là, pour ceux qui étaient là avant. Il dit mais même en Coupe de France quand un gros joue une DH et tout, c'est pas dire jamais il lui met une raclée pareille quoi, une telle explosion à le démonter dans tous les sens comme ça. Et là les Allemands, leur jeu on le connaît, leur jeu on sait qu'ils jouent super bien et tout, mais à un moment là les passes tac 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 ça rentrait ça rentrait comme dans du beurre quoi. C'était et c'est dommage parce que ça empêche même ce score gonflé, ça empêche presque de valoriser la victoire des Allemands tellement c'est gros. Le premier but qui se marque comme à la parade sur ce corner, je pense que ça, si on fait la comparaison à un match de boxe, c'est un crochet au menton, ils sont comptés 8 là. Ils s'en remettent pas de ça. Tu penses que c'est le premier but qui fait le plus mal? Je pense que c'est surtout pas le scénario. Ils y pensent pas du tout à ce premier but. En plus, bon, au départ, il y a un corner, l'autre, parce que regarde bien les déplacements des Allemands sur le corner, ce sont des déplacements très intelligents. Alors mais tout est pensé, tout est intelligent dans cette équipe. Ils partent au premier, l'autre est au premier, il revient derrière, ils se retrouvent seuls, et plaf, comme à la parade. Là, je pense que ils sont pas KO complètement, ils sont groggy, ils sont comptés 8 là. Est-ce qu'on est parti pour un long règne à l'espagnol avec les Allemands, mon cher coach? Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Maintenant, faire aussi bien que ce que vient de faire l'équipe d'Espagne sur ces dernières années, et notamment championnat d'Europe, Coupe du Monde, c'est vrai que c'est pas simple.
Paulo, on parle de ça d'ores et déjà en Allemagne. Non, on est pour l'instant encore assez réaliste. On est bien conscient que le match de hier soir est une rencontre pour l'éternité, non pas par rapport à un scénario fantastique, mais plus pour la symbolique d'avoir battu le Brésil chez lui, et on a vu comment. Donc ce match rentrera dans le panthéon de l'histoire du football, mais encore une fois, pas par rapport à un match fabuleux comme 82, comme Italie-Allemagne de 70, mais plus peut-être pour une forme de prise de pouvoir. Je dis bien peut-être parce qu'encore une fois il y a un match à jouer ce week-end, et surtout moi j'ai un parallèle à faire. C'est dommage que Jean-Michel soit pas là. Je crois qu'il commentait à l'époque le match Allemagne-France de 2003 à Gelsenkirchen au Veltins Arena pour l'inauguration de ce stade, que la France n'avait même pas gagné, qu'elle avait éclaté l'Allemagne, et qui était, ce match était aussi l'un des symboles comme l'Euro 2000. Écoute, Jean-Michel le commentait, mais moi j'y étais, moi. Ah bon, et voilà. Et alors tu dois pouvoir t'en souvenir que c'était une parodie de football tellement les Français étaient supérieurs, et ce match est dans la symbolique allemande celui qui est aussi la catastrophe du football allemand, et qui a fait prendre conscience aussi de la révolution. Et donc le match de hier, c'est peut-être aussi aux Brésiliens de se dire voilà. Donc là, t'es en train de nous dire que c'est nous, Français, qui avons réveillé les Allemands, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'Euro 2000 qui est théoriquement la symbolique au niveau de la date, mais si tu veux, les Allemands sont pas restés sur la finale de Coupe du Monde 2002. Ils savaient bien qu'ils avaient des lacunes parfois techniques. Ils sont en finale et pour eux ça ne signifie rien. Ils vont un peu plus loin qu'un résultat. Ça ne signifie rien à ce niveau-là. Ils étaient parfaitement conscients de leur niveau de jeu, ce qu'il faut rien leur enlever. Il faut y arriver en finale d'une Coupe du Monde, mais ils étaient bien conscients que c'était très compliqué d'arriver en finale en Corée et au Japon. Et donc ils étaient là. Et encore une fois, moi, ce match, c'est le match où Lyonnaise dit notre football c'est de la merde. Donc je suis alors c'est vulgaire de dire ça, mais c'est une symbolique, et c'est comme ça parce que c'est tout le pays qui se remet en cause. C'est pas juste une personne ou deux qui disent il faut changer le sélectionneur, il faut faire ça, etc. Donc à ce niveau-là, moi je vois le match comme ça par rapport au Brésil. Donc par rapport à toi, ta question de savoir est-ce que c'est une domination allemande qui se prépare, moi je le pense pour différentes raisons, parce qu'il y a de l'économique, parce que ça fonctionne par projet, parce que je vois tous les jeunes qui y sortent. Je vous rappelle souvent que la Bundesliga a perdu 5 ans de moyenne d'âge en une dizaine d'années. C'est énorme à l'échelle d'un pays, mais ils vont pas aller à l'inverse de l'Espagne, ils vont pas créer un nouveau football entre guillemets barcelonais. Ils ont copié, ils vont l'adapter, et à ce niveau-là, c'est possible maintenant par rapport à la jeunesse, par rapport aux jeunes qui arrivent qui sortent des centres de formation. Je dis souvent que le football allemand, à la différence de la Première Ligue, a industrialisé son football, alors que la Première Ligue a mondialisé son football. C'est pour moi quelque chose de très très différent. Les Allemands ont copié ce qu'ils faisaient de mieux dans le monde, dont les Pourquoi tiens, arrête-toi 2 secondes là-dessus et explique-moi si tu peux brièvement l'industrialisation, ton concept. Pourquoi eux ils l'ont industrialisé, parce que ils ont copié les centres de formation, notamment français, dans une logique productive. Et c'est-à-dire que tu cherches à sortir un produit qui est adapté au football mondial et qui n'est pas une conséquence d'une supposée supériorité pendant un moment. C'est-à-dire tous les clubs de formation, aujourd'hui, on a souvent dit que les clubs avaient une logique économique aujourd'hui, ça a aussi des défauts, mais que tu crées un produit adapté à ta demande, c'est-à-dire ton pays, technique, qui doit dans un projet collectif, mais qui c'est son propre produit et qui est le meilleur entre guillemets sur le marché à proposer. Alors que les Anglais, eux, on voit bien les différences entre les résultats de l'équipe nationale et les résultats de club. Il y a d'ailleurs plus un seul club qui est quasiment anglais entre guillemets au niveau des propriétaires. Les Allemands, eux, ont complètement révolutionné leur football, leur façon de penser économique, footballistique. Eux, c'est une entreprise mondialisée. C'est une qui la Première Ligue. La Première Ligue, c'est ça. Ouais. C'est une entreprise mondialisée. Les Allemands, eux, ils disent nos capitaux sont allemands, on produit nos propres joueurs et on sait que la vérité, c'est dans les centres de formation. Donc c'est pour ça qu'on va chercher là où c'était le meilleur, c'est notamment en France. Mais le problème, c'est que ce que tu dis est très juste, et en France, on a voulu faire ça. Aujourd'hui, la plupart des clubs vivent, et en tout cas essayent de vivre de leur formation. Ils produisent des joueurs pour les vendre. La différence, c'est la qualité du produit. Oui, je suis désolé de parler des joueurs en ces termes, mais si on est n'oublions pas qu'en Allemagne, ils ont aussi dans leur centre de formation dit aux gamins que le résultat à court terme n'était pas forcément important, c'était le plaisir des gamins.
Il fallait absolument qu'ils prennent leur pied. Ils ont bénéficié aussi, ne l'oublions pas. Ça en France, justement, on a été très en retard là-dessus. Ça commence un peu à arriver aujourd'hui. Certaines voix essayent d'influer pour qu'on voit ça comme ça depuis 1 an ou 2. Mais pendant longtemps, on cherchait les résultats même dans les catégories de jeunes, on parlait énormément de résultats. Et pire, on est allé jusqu'à faire des classements des centres de formation. Qui étaient en gros ceux qui sortent, est-ce qu'ils signent des contrats pro, ce qui fait qu'on ne regardait plus du tout quel genre de joueurs sortaient, est-ce que c'était des bons joueurs, est-ce que c'était des joueurs intelligents, dans quel genre de collectif ils pouvaient s'inclure, mais juste c'est tu sors, tu signes un contrat. Et à partir de là, ça suffit à faire le classement. C'est pour ça qu'on a eu pendant des années tous ces classements là, Rennes premier centre de formation, machin premier centre de formation, mais qui étaient les joueurs qui sortaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était leur suivi, où est-ce qu'ils atterrissaient, quelle carrière ils faisaient. Ça, on s'en foutait et ça permettait juste de faire signer des contrats pro, éventuellement de vendre les mecs, même dans n'importe quel pays, peu importe, tu vendais et les clubs étaient contents parce que ça faisait rentrer des sous dans les caisses. L'autre partie qui me semble importante, Daniel, c'est l'économique. Quand je dis l'économique, c'est pas bêtement comme ça, c'est la structure du chiffre d'affaires des clubs qui ne dépendent que d'un quart des droits télé, c'est-à-dire qu'il y a des sponsors locaux, régionaux, qui sont impactés, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'entreprise de côté, on dit toi, telle entreprise Bosch ou telle entreprise Siemens, tu fais partie de notre région, donc viens nous aider parce que le club est le symbole de la région. Et eux, ils s'investissent. Ça, c'est toute l'idée du capitalisme rhénan. Ça. Alors, économie sociale de marché. Alors, pour revenir sur la petite comparaison, qu'est-ce qu'on aurait fait qu'on rigole avec ça, Gilbert, de trouver selon le club la grosse entreprise qui est à côté et on lui dit tiens viens bosser chez nous et tout. À Marseille, Haribo. Ouais, Panzani. Les savons. Oui. C'est vrai, il faudrait se trouver. Mais ça doit être un petit peu le cas. Si c'est, par le biais d'un sponsoring, Polo, ça doit être le cas également en France. Des entreprises locales qui vont vers les clubs, ça doit exister aussi. Ça existe déjà. Sauf que c'est un investissement qui est toujours limité, quoi. Voilà. Alors, j'aimerais juste pour revenir sur l'Espagne. Après, on va accueillir Thomas au 32-16. Il y a quand même quelques différences. C'est que t'as quand même des joueurs qui sont assez âgés. Je veux dire, Klose, il va pas non plus durer encore pendant 1000 ans. Il était déjà là en 2002, je le rappelle. Oui. Mais t'as une relève. T'as quand même un âge moyen qui n'est pas le même que le début de Rennes de l'Espagne. Ouais, mais Klose, t'as l'impression qu'il est pas dans cette bande-là. Il est de la bande d'avant. Lui, il est finaliste 2002. Il est resté parce qu'il y a ses performances et on sait que c'est sa dernière. Il a battu le record. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Derrière, effectivement. L'âme. Ils seront là au moins pour l'Euro 2016. Pour l'Euro. Ouais, mais mine de rien, t'as quand même une perspective de renouvellement plus importante que ce qui se faisait avec l'Espagne. Tu vois, sur l'Espagne, t'avais sur le 11 de départ, il y avait pas beaucoup. Après chaque compète, il y avait quoi, 1-2 gars. Mais quand tu vois les jeunes qu'ils ont sur le banc, quand tu vois déjà que par rapport au dernier Euro, ils ont déjà changé pas mal de joueurs, notamment derrière, et que malgré tout, on a l'impression que c'est les mêmes, alors qu'il y en a quand même énormément qui ont changé. Ça veut dire quand même que le renouvellement se fait en douceur, je trouve. Gilbert, c'est assez facile. Aujourd'hui, on a Manuel Neuer qui est dans les buts, qui a 28 ans, donc il n'y a pas de problème pour le numéro 10 ans, lui. Non, mais n'oublions pas que les deux qui s'annoncent, c'est Bernd Leno, le gardien de Leverkusen, qui a 21 ans, et Ter Stegen, qui est parti au Barça, qui a 22 ans. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En défense centrale, Ter Stegen, il va se prendre Bravo dans les dents au Barça. On verra. Moi, je connais le niveau de Ter Stegen. Comment ça s'appelle, en défense centrale, sur les 23, t'as juste un joueur qui est annoncé à Dortmund, qui est Matthias Ginter, qui a 20 ans. Il y en a 3-4 qui ont 19, 20, 21 ans, qui jouent en ce moment en Bundesliga. On verra comment ils vont évoluer. Au niveau d'arrière gauche, tout le monde sait que le successeur de Philippe Lahm s'appelle Sébastien Jung, qui va produire cette saison. Enfin, il a changé. Il est passé de l'Eintracht à Wolfsburg, qui jouera au minimum l'Europa League et qui a un vrai projet en ce moment à Wolfsburg avec Volkswagen. Donc c'est une grosse équipe qui est en train de se préparer. À gauche, Marcel Schmelzer n'a que 25 ans. Janssen, qu'on avait vu à la Coupe du Monde 2010, a 28 ans. Donc c'est pas. De toute façon, Polo, on doute pas qu'il y a un réservoir. Maintenant, si la question était, Gilbert, est-ce que une sorte d'hégémonie allemande peut succéder à celle d'Espagne, à la limite, est-ce que c'est vraiment important? Les Allemands, de toute façon, globalement, que ce soit générationnel ou non, ils sont toujours dans les derniers carrés. Bah oui. Donc on n'aura pas une véritable nouveauté de ce côté-là. Maintenant, la seule vraie question de savoir si tu gagnes 3 de suite, les Allemands avaient été les premiers à le faire dans les 70s, les Espagnols ont fait 3, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Est-ce que ça arrivera ou pas? La seule question, c'est pose de numéro 9. Tout le monde dit que non, il y a personne derrière Klose, c'est faux. Mario Gomez n'a que 28 ans. Moi, je vous parle souvent de Pierre-Michel Lazoga qui n'a que 22 ans. Un mec qui s'appelle Pierre-Michel, est-ce que c'est sérieux?
Surtout en Allemagne. Pierre-Michel Lasogga, il a 22 ans. Pierre Mich, quoi. C'est le même profil que Mario Gomez. Donc la vraie question, si ce sélectionneur continue, c'est de savoir si on est dans une logique d'un faux neuf. Et là, il y a largement ce qu'il faut en Allemagne, puisque Kevin Folland aurait, pour moi, dû être dans les 23, mais Löw l'a pas pris au dernier moment. Et de savoir s'il prend ou pas ce qu'on avait appelé les Sturmtanks, les chars d'assaut, c'est-à-dire une vision, j'ai envie de dire, à la Luca Toni, pour que tous nos auditeurs comprennent bien, quoi. C'est juste ça le problème. C'est pas un problème de densité. Les Allemands, la fédération allemande, c'est même pas la presse, la fédération allemande se gausse d'avoir aujourd'hui 60 à 65 joueurs sélectionnables dans l'équipe nationale. C'est énorme. On n'a jamais vu ça, même en Allemagne. Même à l'époque des années 70, on n'a jamais eu une telle densité. Coach, comment tu vois la suite là pour les Allemands, toi? Bah écoute, déjà, je vais attendre avec impatience la finale, parce que voir une Coupe du Monde maintenant avec les Allemands qui la gagnent, ça paraît logique à tout le monde, mais elle est tellement farfelue, cette Coupe du Monde est tellement passionnante que je me dis, on va quand même pas assister à une équipe qui aurait battu le Brésil 7-1, et à un certain moment, on était même près du 8-0, quand Ozil est en tête-à-tête avec le gardien, et ne pas gagner la finale, compte en plus les Pays-Bas et qui souhaitent les rencontrer, ou l'Argentine, ce qui serait pour les Brésiliens un deuxième coup de marteau sur la tête. Donc j'attends cette fin avec impatience, mais après, dans tout ce que j'entends, voir dans les années à venir les Allemands arriver dans le dernier carré des championnats d'Europe et des Coupes du Monde, et ça se passe toujours comme ça 9 fois sur 10. Mais moi, il y a un truc qui me gêne dans Daniel, cette histoire. Thomas au 32-16. C'est que pendant, il y a eu donc, comme tu l'as dit, la domination des Espagnols, et à la DTN, c'était le modèle absolu quand Blanc est arrivé en 2010. Blacard ne jurait que par l'Espagne. On organisait des voyages, on allait voir comment ça se passait. C'était l'Espagne absolue. Mais maintenant, ouais, on n'avait pas mauvais goût quand même. Non, certes. Maintenant, on va peut-être aller regarder ce qui se passe en Allemagne. À une époque, sans regarder ce qui se passait dans les centres, mais on regardait ce qui se passait sur le terrain dans les années 90, on s'est dit, on va regarder ce que font les Italiens. Ça a donné France 98. Déjà, dans les années 70, c'est du côté de l'Allemagne qu'on regardait un petit peu. Ce serait bien, à un moment, qu'on développe une véritable idée sur ce que doit être notre foot. Et c'est ce que disent les Allemands. On n'a jamais eu les autres de aussi vrais sont allés modèles. pomper ailleurs. Les Espagnols, je signale que... Allez regarder, ok, mais dire à un moment seulement, tiens, on va regarder, on va pomper ou on va faire... Ce serait bien qu'on réfléchisse sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut de notre foot. Réellement, nous on a eu une seule fois un style. Enfin non, tu me diras, c'était un style France 98. Mais on a eu la parenthèse Hidalgo, qui a voulu, d'ailleurs, qui était totalement opposé à ce qui s'enseignait à la DTN à ce moment-là et tout, qui a fait sa parenthèse jeu très offensif, on va avoir le ballon, on met 3-10, machin. Et puis sinon, le reste, c'est toujours, on regarde un peu ce qu'il fait là, ce qu'on fait là. France 98, c'était parfait parce que tous les mecs jouaient à l'étranger et on récupérait juste des mecs qui avaient acquis l'expérience à l'étranger et qui revenaient. Bon, ça, ce serait bien un moment qu'on développe une véritable idée, quoi. Roland, est-ce qu'on peut encore inventer des choses aujourd'hui? Non, mais il n'y a pas à inventer. Regarde qui tu as dans tes sortes de formation. Travaille sur ta population déjà. Merde, quoi. T'es pas tout le. Enfin, ça serait bien d'avoir des idées de temps en temps. Mais bon, mais c'est bien d'avoir des idées, mais c'est bien aussi de copier à droite et à gauche et de faire une synthèse de tout ce que tu peux voir à droite et à gauche. Et j'ai trouvé les Allemands très intelligents. Si à une certaine époque nous étions en avance sur pas mal de pays sur la formation et qu'après on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers et que les Allemands sont allés voir à droite et à gauche pour après faire un petit peu le bilan d'une période qui était pas tellement bonne. Je trouve ça un peu plus intelligent. Maintenant, je vous pose une question qui en même temps est une réponse. Les Espagnols, sur cette Coupe du Monde, après ce qu'ils viennent de faire, ils ratent leur Coupe du Monde. À l'image, un petit peu du Barça qui rate sa saison et du Real Madrid qui termine la saison sur les rotules. Nous avons l'exemple à l'intérieur de notre équipe de Benzema qui pour moi arrête sa Coupe du Monde contre l'Équateur et termine la saison sur les rotules. Donc vous mettez déjà les Espagnols comme une équipe dans le passé. Non, mais ils ont raté leur Coupe du Monde. Ils ont perdu un match extravagant contre les Pays-Bas qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que je viens de voir hier. Mais ils vont changer les joueurs, ils vont repartir les Espagnols. Les joueurs. Je me pose la question parce que Dieu sait que ça me passionne de savoir à quel point on peut perdre de l'énergie
dans certaines émotions. Et quand je vois le Brésil, depuis le début de cette Coupe du Monde, Thiago Silva y compris, même si Thiago Silva a beaucoup manqué, et que tu sais ce que je pense de lui, que c'est tout simplement le meilleur arrière central du monde, je pèse mes mots. Là, j'ai vu quand même un Brésil ne pas maîtriser l'événement et lâcher beaucoup de plumes nerveusement lors des hymnes, tout ça. J'ai dit, mais bon, ils vont aller où comme ça? Et je me suis dit, bon, finalement, ils sont en demi-finale, ils vont aller au bout, là, ils vont même arriver à trouver de l'énergie, excuse-moi Daniel, à trouver de l'énergie pour compenser l'absence de Thiago Silva, de machin. Ensuite, sur le plan collectif, c'est facile de parler après, mais on peut quand même donner son avis. Je pensais que Scolari profite, entre guillemets, de l'absence de Neymar pour ne pas le remplacer par un attaquant, mais consolider son milieu pour gagner cette bataille du milieu et la bataille de la récupération du ballon qui est importante. Quand je vois David Luiz jouer arrière central, je comprends mieux pourquoi Mourinho l'a mis au milieu, et Dieu sait qu'au milieu, et notamment dans cette première mi-temps contre le Paris Saint-Germain, je l'avais vu énorme, alors que là, j'ai eu l'impression de voir un joueur de division d'honneur ne pas savoir où se mettre, comment se mettre, quand se mettre, et le mécanisme défensif de cette organisation du Brésil, c'était tout simplement tout ce qu'il faut pas faire de A à Z. Je peux être surpris, mais je me pose la question, où en était-il le réservoir d'énergie après toutes ces émotions et le fait qu'ils n'ont pas, pour moi, appelons un chat, maîtrisé l'événement de cette Coupe du Monde. Intégrale RMC Brésil, Pays-Bas, Argentine. Intégrale RMC Brésil, Pays-Bas, Argentine, Gilbert Bribois. Et nous sommes là jusqu'à 1h du matin avec une séance de tir au but à venir, messieurs, au stade. Alors, les tirs au but, les Néerlandais connaissent. Le sens de l'histoire, c'est quand même que Silesen se gaufre sur une séance de tir au but vu qu'il n'a pas fait celle d'avant, non? Enfin, je sais pas. Il y a toujours une logique. C'est terrible. Et là, c'est Van Raal qui prend une conférence de presse et des critiques. Et d'ailleurs, le réalisateur montre, comment il s'appelle, Krul tout le temps. Krul, forcément. Alors qu'attention, messieurs, dames, dans notre studio, Jean-Michel Larquet prépare son petit tableau. Bah oui, non, mais c'est important de faire un petit tableau avant la séance de tir au but. Je l'ai préparé depuis la fin de la deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi, mais je sentais bien le truc. T'es prêt? Nicolas Jamin va être néerlandais, je serai argentin. Attention, est-ce que c'est un signe? J'ai un stabilo orange. Messi tire en premier. C'est écrit. Messi tire en premier. Messi tire en premier. Un Messi. Bon, très bien. Bien, alors qu'on voit les Argentins là qui se réunissent entre eux là, on joue une place en finale de Coupe du Monde. C'est pas rien que ça. La première pour les Argentins depuis 1990, battu en finale du mondial italien en 1990 par la RFA de Rudi Völler à l'époque. C'est un rêve pour Lionel Messi, peut-être devant lui qui rêve d'égaler bien sûr Diego Armando Maradona. 4 buts pour l'instant dans cette compétition. C'est lui qui a mené la mondial. sur c'est lui cette fois-ci, exactement, Jeannot. C'est lui qui a pris la parole. C'est pas Mascherano, c'est bien Messi qui a pris la parole, et c'est sûrement lui, comme l'a dit Jonathan, qui va prendre ses responsabilités en premier. Pays-Bas pour commencer. Quelle est la dernière séance de tir au but de l'Argentine en Coupe du Monde? Je crois qu'on l'a entendu. Est-ce que c'est pas Pays-Bas pour commencer, messieurs? La finale? Allez, l'homme du match peut-être. 90. En tout cas. L'homme du match peut-être, c'est Ron Vlaar pour les Pays-Bas qui va tirer le premier tir au but de cette séance de la demi-finale de la Coupe du Monde ici à l'Arena Corinthians de São Paulo. Il a le ballon en main, il vient de le déposer à l'instant. Ron Vlaar en face de lui, un gardien remplaçant de Ligue 1, le gardien remplaçant de l'AS Monaco, Romero, et sur ses appuis Sergio Romero. Dans un instant, on va lancer cette séance de tir au but, scène traditionnelle dans le rond central. D'un côté les Argentins, bras dessus, même configuration pour les Néerlandais. C'est parti, Vlaar face à Romero. Vlaar, c'est arrêté par Sergio Romero. Il a tiré côté droit, côté gauche du but de Romero. Il est parti du bon côté, le gardien argentin. Et voilà la séance qui démarre de la meilleure des façons. Voilà, c'est terrible pour les Néerlandais. L'homme du match. C'est incroyable. C'est parce que vous l'avez dit, vous lui avez porté la cerise. C'est qui vous l'avez annoncé sinon que Vlaar allait rater? Faut je pleure. Léo Messi, le premier tireur annoncé par Jonathan, donc il y a quelques minutes pour la série des Argentins face au gardien Silesen.
pour ce ballon qui lui a mené, lui a porté, et Messi qui le pose immédiatement, bras levé, bras tendu, il recule jusqu'à sa ligne de but, il fait signe au capitaine, à l'arbitre qu'il n'a pas entendu, voilà, qu'il faut qu'il aille se positionner, les sifflets bien évidemment des supporters argentins qui se trouvent juste derrière lui, il est toise d'ailleurs, il va se mettre sur la ligne. Léo Messi face à Silesen, Messi, contre-pied parfait, 1-0 pour l'Argentine. Bien, pendant ce temps-là, un petit tweet de notre confrère Jean-Daniel Fezakier qui nous dit devant sa télé au mot tir au but, Thiago Silva s'est mis à pleurer. c'est pour vous détendre. Voilà, c'est bon. 1-0 pour l'Argentine dans cette séance de tir au but. La dernière séance l'autre star. Ouais, Eric. Non, la dernière séance de tir au but, Krul était parti chaque fois du bon côté. Là, déjà, il est déjà parti du mauvais côté sur le premier. C'est horrible, le pauvre Silesen, la disposition psychologique dans laquelle il est. Bah oui, c'est horrible. C'est passé avant, c'est horrible. Attention également sur le visage de Wesley Sneijder qui va se présenter devant Sergio Romero, qui va se présenter devant des milliers de supporters argentins qui chantent, qui chambrent également le milieu de terrain offensif des Néerlandais. Sneijder, milieu de terrain de Galatasaray, seul face à Romero, Sneijder, c'est parti, la frappe arrêtée par Sergio Romero, le deuxième arrêt, c'est terrible pour Sneijder, c'est terrible pour les Pays-Bas. Oh là là, le prochain à venir. Comme on dit en tennis, le break est fait. Elle était là. 3 buts à 2, 1, 2, 3, 4 tireurs pour l'instant. Non, mais si marque là, c'est la balle de match. C'est fini. Balle de match, Jeannot. Si l'Argentine marque, c'est terminé. C'est terminé, oui, d'accord, mais je rappelais juste le score. 3 buts à 2 pour les Argentins avec la réussite totale. Et ça fera 4 à 2 si jamais Maxi Rodriguez vient à le marquer, ce 4e tir au but, la balle de qualification pour la finale. Et Silesen qui recommence avec les réprimandes de l'arbitre turc, les flashs dans les tribunes. Maxi Rodriguez pour la balle de qualification. Maxi Rodriguez, il a touché, ça va au fond. L'Argentine est en finale de la Coupe du Monde. Maxi Rodriguez a vu son ballon heurté par le poignet de Silesen. Il est allé sur la transversale et ça fait la qualification de l'Argentine. 4 tirs au but à 2 face aux Pays-Bas, au bout d'un match compliqué, au bout d'un match extrêmement difficile pour les deux équipes, où il y a eu balle de match pour Robben à la fin du temps réglementaire, où il y a eu 2 balles de match pour Palacio et pour Maxi Rodriguez en toute fin de prolongation. C'est donc l'Argentine qui va défier l'Allemagne en finale au Maracanã dimanche soir pour ce mondial brésilien. Merci messieurs, un petit quart d'heure de débrief à venir avec nous, avec Jonathan, avec Eric bien sûr et avec vous au 32-16, Captain. On aura une finale Allemagne-Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ben écoute, je pense que c'est... les Pays-Bas ont eu leur chance dans ce match, ils l'ont laissé passer. Les Argentins, j'ai cru qu'après avoir laissé passer les 2 occasions, eh bien cette séance de tir au but leur serait fatale. Je ne souhaite qu'une chose maintenant, c'est que la finale Allemagne-Argentine de 2014 soit d'une autre qualité que la dernière finale Allemagne-Argentine qui avait été aussi en 90 une énorme purge. Voilà. Bien, et bien sûr on va analyser tout ça avec vous au 32-16. Daniel Riolo nous rejoint également. Eric, toujours là Eric? Eh oui, ce coup-ci, t'es réveillé. Bah oui. Jonathan est là, Daniel est là. Alors avant de parler de l'affiche de la finale, j'aimerais moi revenir sur cette séance de tir au but. Parce que Silesen, le gardien hollandais, il faut se mettre dans la tête de Silesen, qui se retrouve dans une séance de tir au but. Il sait ce qu'a fait son 3e gardien à la séance de tir au but le tour d'avant. Est-ce que c'est la meilleure disposition psychologique pour aborder ce genre d'épreuve? Et il fait 0 arrêt, Eric. Mais tout est nul dans cette décision de pas calculer que tu vas aller au tir au but et de pas se laisser la possibilité Krul. Il y a ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que le gardien, lui, est peut-être moins bien psychologiquement par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Et puis les adversaires aussi. Parce que rappelez-vous la dernière fois, les adversaires, ils ont vu rentrer ce gardien, ils se sont dit mais ça doit être un monstre. D'un coup, ils ont pu tirer les pénaltys normalement. Là, les Argentins, ne pas l'avoir rentré l'autre d'un coup.
Ils ont vu la séance de tir au but, ils l'ont vu partir chaque fois du bon côté, ils se sont dit finalement c'est celui qui est nul qui est resté sur le terrain au penalty, et du coup ils se sont retrouvés encore mieux psychologiquement. Il y a tout qui est nul dans cette gestion là. Et puis là, il y a Romero... aucun intérêt de faire ce qu'il a fait la dernière fois si tu le refais pas là. La dernière fois on dit c'est magnifique ce qu'il a fait, et puis du coup maintenant t'as l'impression que le truc se retourne un peu contre lui en fait. C'est ça qui est terrible. Romero, est-ce que c'est le retour de Goycochea? Vous vous en souvenez de Goycochea qui a arrêté tous les tirs au but justement en 90, qui n'était pas titulaire et qui avait qualifié son équipe et qui était devenu une star. Sur le côté ce que disait Eric là, Daniel, t'es d'accord toi? Absolument pas. Alors là, pour moi ça n'a aucune incidence. Franchement, j'ai même pas pensé. Déjà, il faudrait que les Néerlandais les mettent les pénaux. Vu la malédiction qu'ils ont dans cet exercice, j'ai pas pensé une seule seconde qu'ils pouvaient gagner cette séance. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils en gagnent 2 de suite. Quand tu vois qu'à chaque fois ils sont maudits dans cet exercice-là et qu'ils ne le maîtrisent pas bien, historiquement les Argentins sont plutôt bons dans. Regarde une petite image, on voit Robben, il vit son fils qui est en train de pleurer, le petit Robben. Donc je voyais vraiment l'Argentine la remporter cette séance sans difficulté, et voilà. Moi je suis assez satisfait parce que au terme de ce match très tactique, mine de rien, c'est l'équipe la plus intelligente, puisque finalement les qui a le plus montré pendant certaines minutes au fond. Les débats avaient été mis sur le tactique, et de ce côté-là, l'équipe la plus intelligente, c'est vraiment l'Argentine qui moi me plaît, même si elle est pas brillante, même si le mystère Messi reste entier. J'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas courir, pourquoi il ne prend le ballon que de temps en temps pour faire des éclairs. Soit il a une maladie, j'en sais rien. Je sais plus quoi penser. Voilà, il a l'air heureux comme un gamin. On le voit là sur le terrain, il est comme un magot. Pourquoi il ne court pas plus? Ça c'est un mystère de dingue, parce qu'il a fait 3 trucs. Daniel, en demi-finale de Coupe du Monde, si tu cours pas, c'est que tu peux peut-être plus. Mais je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas quoi penser. Il y a une question qu'il va falloir se poser un jour sur Messi. Moi, je suis pas docteur, et puis je veux pas laisser n'importe quoi, mais c'est pas de la légende, je veux dire, puisque on le raconte. Il a eu un traitement pour grandir. Hormone de croissance. Voilà, ouais, donc ça veut dire que ton corps vieillit plus vite aussi. Ça peut vouloir dire ça. Il y a peut-être un jour une question à se poser à ce niveau-là. Moi, je suis pas docteur. Ça fait des gros problèmes articulaires. Tous les bodybuilders qu'on prenne à terme au moyen terme, au bout de 5 années, ils ont des très graves problèmes de santé. Avec des lésions musculaires assez fréquentes, le cartilage qui se fragilise, c'est très dangereux. Moi, je dis ça, c'est parce que c'est un pote qui est dans le milieu médical qui m'a interpellé sur ça. Et il faudrait poser peut-être la question un jour à un docteur qui est spécialiste, quoi. Attendons de voir la finale, parce que s'il fait gagner la finale à l'Argentine. Il peut dribbler tout le monde en finale et faire gagner l'Argentine. On n'en doute pas de ça. Daniel posait une question sur le fait qu'il courait plus. Parce qu'à la 88e, il fait une accélération quand il décale Agüero gâche le truc. À la 117e, il fait ce débordement sur le côté droit, il donne à Maxi Rodriguez qui fait une reprise foireuse. Il a très peu donné sur le match, à tel point qu'on peut les compter, les nombres de fois où il a donné. Il a touché beaucoup de ballons quand même. Il essayait, mais bon, le vrai taulier, c'est Mascherano. C'est pas le Messi, mais Mascherano, c'est extraordinaire. Il fait un retour sur balle de match de Robben sur la fin du temps réglementaire. C'est un truc incroyable. J'étais sûr qu'il s'était ruiné la cuisse sur ce retour. Mascherano, Eric, c'est un joueur qui doit te faire surkiffer. Ah bah il est ouais. C'est vraiment, il a tout ce type, il est technique, il défend, il sait tout. Ce type est fabuleux. Et dans le vestiaire, c'est lui qui tient tout le monde. Et jusqu'à ce qu'il sorte, le match de d'Higuaín est très bon aussi devant, exactement. Très bon. Et il y a un tournant avec le discours de Mascherano juste avant le match contre la Belgique. Il a dit: j'en ai marre de bouffer de la merde. Maintenant, on se sort les doigts et on y va. C'est exactement ce qu'il a dit dans le vestiaire. Et apparemment, ça fait que toute l'équipe s'est un peu rendu compte qu'elle passait à côté de sa Coupe du Monde. Et à défaut d'être brillant, ils sont en finale, ouais, mais à défaut d'être brillant, voilà, il dégage. Moi, je trouve qu'il dégage beaucoup de tranquillité. Exactement ce que j'allais dire. Beaucoup de tranquillité. C'est pas brillant, c'est un peu un jeu à l'ancienne. De discipline. C'est un jeu à l'ancienne. C'est tactiquement très au point. C'est surtout intelligent, parce que je trouve que Ezequiel Garay, et j'adore ce défenseur. Mascherano, c'est très bon. Roro, tu nous disais avant la Coupe du Monde que Roro c'était un peu le point faible. Moi, il est pas extraordinaire, mais il donne tout ce qu'il a, quoi. Ce soir, il fait le métier. Ouais, il donne tout ce qu'il a. C'est de la détermination, il s'accroche. Et même l'entrée de Biglia dans l'équipe a vraiment changé beaucoup. Biglia, tu sens que c'est le mec qui dit: attends, moi je suis pas grand chose, vous inquiétez pas les gars, je vais me mettre à votre service, je vais faire tout ce qu'il faut. Exactement. Le mec il a cette intelligence de pas faire ce qu'il sait pas faire. Exactement. De juste faire ce qu'il doit faire, et ça déjà pour un joueur de foot c'est très important. Savoir là où tu dois être et savoir quelle est ta place, c'est primordial. Et Biglia, moi je le regardais, je lui disais: ses déplacements pas d'esbrouf,
Parfait. Le problème, c'est que je vous écoute là et d'un coup, vous êtes en train de presque de m'expliquer que l'Argentine a fait un grand match là. C'est bien ça que vous êtes en train de dire? Grand match, Il faut quand même analyser ce qui s'est passé à partir de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire une baisse totale. Il y avait plus de rythme, il y avait plus rien. Et les Argentins n'arrivaient pas non plus à mettre du rythme. Je crois que ce qui l'emportait, c'était la trouille des deux côtés. Il y avait la peur des deux côtés. Ils ont fait une belle première mi-temps. J'ai trouvé qu'ils étaient super bien organisés, qu'ils étaient très agressifs dans la récupération, qu'ils avaient trouvé le point faible côté gauche. D'ailleurs, Van Gaal rectifie à la mi-temps, notamment avec des bons appels de Lavezzi qui en plus a fait de bons centres quand il a eu la possibilité. Mais après, je veux dire, oui, bien organisé, mais ouais. C'est ça, mais c'est ça. Moi, je dis pas plus que ça, mais ils le font quand même. C'est une équipe qui est très dure à manœuvrer, qui défend très bien. C'est une équipe un peu à l'ancienne. J'ai l'impression de voir une équipe des années 80 ou un peu années 90. Mais après, très bien organisé. Ça me fait pas rêver, mais je dois bien reconnaître que c'est huilé, quoi. Et à la limite, il vaut mieux voir un final que les Pays-Bas, vu la pauvreté de leur jeu offensif, le fait que Van Persie, parce que moi je veux bien que la défense centrale a été bonne ce soir, mais contre Van Persie, toutes les défenses centrales ont été bonnes pendant la Coupe du Monde, à part la défense centrale de l'Espagne en deuxième mi-temps. Tu vois, Schneider pareil. Voilà, il faut quand même relativiser par rapport à ça, mais sur le match de ce soir, à la limite, je préfère voir l'Argentine en finale que les Pays-Bas. On va accueillir Maxence au 32-16, il est supporter des Pays-Bas. Maxence, bonsoir. Bonsoir. Il est venu tout à l'heure. Voilà, excuse mon manque d'enthousiasme. Bah oui, on te comprend, Maxence. Mais est-ce que t'estimes ça plutôt logique vu la prestation néerlandaise au fond? Oui et non. Enfin, c'était un match, vous l'avez tout bien résumé, hein. Où ils ont joué la boule au ventre, que ce soit dans les deux camps, mais j'expliquais au Standard qu'en deuxième mi-temps, l'Argentine méritait d'aller au bout quand même. Ils ont mal conclu leurs actions. Et puis surtout, c'est que la chose moi qui m'attriste le plus, c'est que pour moi presque, si je devais dire l'homme du match, c'était Vlaar ce soir qui fait un match. Je vous en avais parlé après. Quel bon défenseur ce Vlaar. J'en avais parlé après le match contre l'Espagne. Je vous l'avais dit. J'avais interrompu Gilbert, je sais, après le match de l'Espagne, et j'avais dit, il avait fait un match extraordinaire déjà en première mi-temps contre l'Espagne, et là il refait un match magnifique, et ce qu'on retiendra, c'est pour moi, c'est au poste défenseur, c'est la révélation ce Vlaar. Moi, ça fait plusieurs années que déjà je le suis. De quoi tu dis, pardon? Ouais, moi, ça fait déjà plusieurs années là que je suis ce joueur, et j'aurais bien aimé accueillir Philippe Auclair, par exemple, parce que peut-être qu'il le suit un peu plus à Aston Villa, mais c'est un joueur que moi j'affectionne tout particulièrement, et ce soir, il fait un match magnifique. Et voilà, j'en avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu rater, parce que peut-être que c'est pour ça que Van Gaal l'a fait tirer en premier, parce qu'il a vu qu'il avait été décisif et il voulait le mettre. Je sais pas, justement. Rappelle-toi dans la séance contre le Costa Rica. Ils ont dans la séance contre le Costa Rica, ils ont fait tirer, je crois, de mémoire, ils ont fait tirer les trois tauliers en premier, non? Ouais, exactement. Ils ont fait tirer Van Persie, Schneider, Kuyt, Robben, les quatre même. Les quatre ont d'abord tiré. Et je crois, et je sais pas quel est ton avis, Eric, mais moi, si je devais déterminer des tireurs, je ferais démarrer les costauds, moi. Bon, je sais pas s'il y a vraiment une règle, hein. Il y aura plein de gens qui vont me contredire par rapport à d'autres séances, mais je crois que je ferais démarrer les costauds, moi. Sûr, parce que sinon, si tu mets des mauvais et qui loupent et que tu t'en tires que 4, moi, en fait, les moins bons, je les mettrais au milieu. Je ferais démarrer par un gros et terminer par un gros. Maxence, merci à toi, en tout cas. Il y a le match pour la troisième place face au Brésil, samedi soir, donc, du coup, pour les Néerlandais. Brésil, Pays-Bas, c'est une belle affiche. D'ailleurs, le cauchemar brésilien continue, parce que imaginez que l'Argentine gagne le mondial, après l'Uruguay en 1950. Cauchemar total. D'ailleurs, tout à l'heure, on se demandait la dernière séance de tir au but de l'Argentine, c'est Playmaker qui me l'envoie. 2006 contre l'Allemagne, ils avaient perdu au tir au but, les Argentins. 2006 en quart. Bah oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Oui. On l'avait oublié celle-là. Alors, tiens, il nous reste 3 minutes 41. Exactement. Est-ce que j'ai un chrono là sous les yeux avant 1h du matin? Et j'aimerais quand même qu'on parle un peu de la finale maintenant. En 90, donc RFA Argentine 1-0, rappelez-vous, penalty de Bremeux à la 95e face pas si tard que ça. Cochea. Écoute, j'ai la feuille des matchs sous les yeux. 95. Non, c'est un peu avant 85. Moi j'aurais 85. Face à Goy Cochea qui à l'époque était le héros des et l'arbitre mexicain, comment il s'appelait cet arbitre mexicain qui avait sa petite croix, cette espèce de truc autour du cou là. Ah, ça là, je t'avoue que l'arbitre je le pense. Si c'est un arbitre mexicain, je vais te le retrouver alors. Mais c'était une finale moche. Monsieur
Codessal. Voilà. Mais celle de 4 ans, celle de 86, en revanche, c'était très belle, le 3-2. Donc on a tout eu dans ces donc troisième finale entre les deux équipes. Hein, mine de rien. C'était quoi ta question, Gilbert? Bah comment vous la voyez maintenant cette finale? On a déjà eu messieurs 3 finales avec les deux mêmes équipes. Moi parce on que a là eu tout deux le fois monde va Brésil-Italie. s'exciter sur le thème l'Allemagne est favorite. Bah oui. Et moi, et donc je te répète parce que Daniel était pas là. Hier soir, Daniel, j'ai voyagé sur le retour avec Arsène Wenger, qui m'a dit, quand mon équipe met une branlée comme a mis l'Allemagne hier soir, je suis très très inquiet pour le match après. Oui. Il a vérifié que souvent derrière. Il y avait un gros souci, de concentration, de tout ce que tu veux. Et cette équipe d'Argentine est peut-être celle qui défend le mieux dans cette Coupe du Monde. Bah ouais, exactement. C'est exactement le ça. déplacement de Mascherano qui à la fois repasse derrière, qui forme une charnière à 3 avec les deux et qui remonte jusqu'au pressing. Il recule à chaque fois. C'est parfait. De Michelis, Biglia qui se met devant. On n'a pas parlé de Michelis. De Michelis très bon, Garay très bon, Zabaleita et Romero. Il a beaucoup de boulot dans un match depuis le début de la Coupe du Monde. On le voit jamais pratiquement. Bon, aller sur la séance de péno, il va le péno de Schneider, il va le chercher. Mais ce que fait Romero, c'est très propre. Ses interventions sont très bonnes. Il fait pas de frisson comme on aurait pu le penser. De Michelis, il s'est réservé pour la Coupe du Monde. De Michelis, vous savez pourquoi il est là? Vas-y. Alors au départ, il n'était pas dans la liste des 23, il était dans la liste des 23 plus 1. Et c'est Messi qui a demandé à ce qu'il vienne. Et finalement, ça donne raison à Messi. Mais il voulait pas de Tevez par ailleurs. Et de Michelis, moi je me souviens qu'on avait eu un débat cette année où on disait il est cramé, il est cuit à City, l'ancien du Bayern avec Polo. Mais je disais ok, il y a pas de problème. Je veux dire de Michelis peut-être il te fait plus du tout une saison maintenant, terminé. Mais il n'empêche que sur un mois de compétition, s'il est préparé, ce type il est fantastique. C'est juste la manière dont joue l'Argentine. Oui, mais il rentre. Non mais je veux dire tu peux compter sur lui. C'est même pas sur un mois, c'est sur Fernandez était tellement terrible en plus. Tu peux compter sur lui sur un laps de temps court parce que c'est un mec qui a des qualités tellement fortes pour jouer avec un bloc très bas, c'est des mecs comme Lugano, c'est parfait, c'est du velours pour lui. Non, il est beaucoup plus il est largement meilleur que Lugano, techniquement il est 10 fois au-dessus dans la relance. Je parle dans le genre de joueur, Lugano c'est juste un bastonneur. Mon petit Jonathan, dis-moi, t'as quand même en finale la Coupe du Monde avec ton équipe là, Et en plus il y aura Polo, c'est pas magnifique. Allez, Polo, Jonathan, Argentine, c'est une des affiches qui était si on vous avait dit Polo, Jonathan, au final, la Coupe du Monde. Est-ce que niveau gabarit, c'est pas non plus une grosse surprise, hein. Ben on pourrait faire un petit combat de MMA. Est-ce que c'est au niveau gabarit, est-ce qu'ils sont dans la même catégorie? Je le plie. J'ai boxé en poids moyen, mais je le plie. Polo, c'est un peu long, mais je le plie. 120 kilos développé couché, hein. Ils sont là, non, mon correspondant? 120 kilos développé couché, mon petit Eric. Une fois. Une fois. Et juste avant de finir, Gilbert. Ouais. Je sais qu'il écoute pas parce qu'il est crevé avec tout ce qui se prend, mais j'aimerais dire un petit coucou et bravo à Baptiste Aloé qui a signé son premier contrat pro. À l'OM? Ouais, exactement, ouais. Très bien. Futur capitaine des Bleus. Oh, ça c'est du pari. Non, ouais, très bon. Eric, il est d'accord. Le vieux pari à 1h du matin. C'est fini pour ce soir en tous les cas. Merci Eric, merci Benjamin, merci Jonathan, merci Daniel. Jonathan, tiens, dès demain faut que tu sois là, parce que là maintenant il y a du taf, hein, mon vieux. La finale arrive. Et bien sûr demain, l'intégrale RMC Brésil revient à 16h avec Luis et Franck Leboeuf. L'Argentine est en finale du mondial. Elle a battu les Pays-Bas au tir au but. Argentine-Allemagne en finale dimanche soir. Intégrale RMC Brésil.